En ouverture de cette 14e journée, Saint-Étienne, le 15e de L1, reçoit Angers, 7e, solidement installé en milieu de tableau. Saint-Étienne qui reste sur une série de 10 matchs sans victoire, qui vient d'enchaîner 2 matchs nuls après 7 défaites, donc un match nul plutôt encourageant face à Lille, à domicile un partout, et un clean sheet le week-end dernier chez le dernier, Dijon. Donc Saint-Étienne qui est vraiment dans le dur et qui va devoir essayer de se relancer face à un adversaire qui lui réussit pas spécialement. L'année dernière, Saint-Étienne avait réussi à gagner, mais au terme d'un match extrêmement riche en buts, je crois que c'était 4-3. Et je pense que Saint-Étienne est à un tournant. Dans les 3 prochains matchs, ils ont Angers, ils ont Nîmes, ils ont Bordeaux, je crois, qui arrive. Donc il va falloir vraiment se concentrer là-dessus pour ne pas passer des fêtes de fin d'année très très compliquées. Ah bah il va falloir y penser forcément parce que quand tu fais une série de 7 défaites d'affilée, Saint-Étienne, après un début de saison qui était bon, 10 points en 4 matchs et 12 points en 13 matchs. Donc autant dire que c'est sur une série qui est absolument catastrophique, la plus mauvaise de Ligue 1. Et au-delà de la série catastrophique, d'un point de vue du jeu, il y a un flou. Ce qui était le projet de base avec beaucoup de jeunes a été un petit peu modifié puisque les cadres qui étaient à la cave reviennent petit à petit, pas tous. Mais oui, Saint-Étienne, c'est compliqué. C'est pour ça que là, ils vont affronter Angers, Bordeaux et Nîmes et qu'il faut espérer prendre des points parce que t'es pas à l'abri de finir les fins d'année relégables, effectivement. Angers, c'est solide. On disait les années précédentes qu'ils s'appuyaient sur un trio avec le président Chaban, le directeur sportif Olivier Piqueux et le coach Stéphane Moulin. Chacun est à sa place, chacun compétent. Les 2 premiers ne sont plus en responsabilité au club. Et donc, Stéphane Moulin est là. Angers, c'est un club qui fonctionne bien, qui joue bien, qui est solide, qui a une grosse assise et qui, même quand ça secoue un peu, comme c'est arrivé l'année dernière, ne panique pas, au contraire, au moment où ça secouait, le président Chaban avait prolongé Stéphane Moulin. Ils sont sur une bonne série, c'est une équipe qui joue bien, même s'ils ont perdu contre Lyon dans les dernières minutes, ils ont fait un bon match la semaine dernière contre Lorient et ils ont une belle équipe avec notamment un Fulgini qui est très en forme en ce moment. Le match du samedi après-midi, le choc, un vieux choc de notre Ligue 1, c'est l'Olympique de Marseille qui accueille l'association sportive de Monaco. C'est le 4e qui accueille le 5e. L'Olympique de Marseille qui est 4e avec 2 matchs en retard, qui mathématiquement fait un parcours quasiment de champion, puisque sous couvert qu'ils gagnent leurs 2 matchs en retard contre Lens et Nice de mémoire, ils seraient à 30 points en 13 matchs. C'est un parcours de champion. Ils sont virtuellement leaders d'ailleurs de la Ligue 1. C'est une énigme parce que dans le jeu, même s'il y a eu 2-3... bon match, ils sont pas particulièrement beaux, mais ils sont diablement efficaces et ils vont jouer contre une équipe qui peut bien leur correspondre parce que Monaco est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime construire, qui aime la possession et Marseille est une équipe qui est excellente dans la transition et la façon de se projeter vers l'avant. Donc c'est un match qui risque d'être extrêmement intéressant. Monaco, qui même s'il a perdu à Lille le week-end dernier, est une équipe qui est en forme, qui joue bien et ça va être intéressant, mais c'est un vieux choc du L1 que j'attends avec hâte. Plutôt oui. J'étais assez circonspect par les débuts du coach Kovac. Il y avait des choses qui étaient assez étonnantes. Le match à Lyon était un peu une caricature des faiblesses et des déséquilibres monégasques, mais ils ont su rebondir et très bien. Donc c'est un club qui a énormément de talent. On sous-estime beaucoup l'effectif de Monaco. Il y a vraiment beaucoup de qualité.
Il y a beaucoup d'équipes en Europe qui aimeraient avoir devant Voland et Ben Yedder, Gelson Martin sur les côtés, Fabregas revient bien. Donc non, c'est une belle équipe Monaco et c'est une équipe qui en tout cas devrait retrouver la place qui est la sienne, c'est à savoir en haut du tableau sur les places européennes entre l'UEFA et la Champions League. Non, je ne crois pas que l'OM puisse être champion, même si, encore une fois, mathématiquement, s'ils prennent leurs 2 matchs en retard, ils sont à 30 points en 13 matchs, ils sont virtuellement leader de la Ligue 1, donc c'est possible. Maintenant, ils ont un parcours très clairement d'une équipe qui va aller chercher à nouveau la Ligue des Champions. On ne parle pas de la Ligue des Champions ici, mais ils sont en tout cas dans un rythme pour aller la chercher à nouveau. Le titre, ça va être quand même autre chose, parce qu'à un moment, Paris va se réveiller. Le match de samedi soir, c'est Lens qui accueille Montpellier. C'est le 8e qui accueille le 6e. Lens avec un match de retard et surtout Lens avec une grosse qualité de jeu et qui était sa place en haut du classement de la Ligue 1, qui joue bien avec un Kakuta qui s'est refait la cerise à Lens, qui est vraiment excellent. Des bonnes surprises comme Ganago, comme Kalimundo. Ça joue bien. De ceux qui sont, à part citer Lillois évidemment, mais sinon en tout cas je fais partie de ceux qui sont très contents de revoir le Racing Club de Lens en Ligue 1, même si on n'a pas le plaisir de profiter de Bollaert, plein en tout cas, et de l'ambiance qui règne, mais Lens est à sa place. Lens qui accueille des pailladins qui aiment bien le type d'adversaire. Montpellier qui a changé de tactique ces derniers temps. On a changé le 3-5-2 quasi historique de Michel Derzakarian, en tout cas depuis 3 saisons, je crois que c'était le système qui était mis en place. On est revenu à 4 derrière, c'est Hilton qui en a fait les frais. Montpellier qui est une équipe qui se projette très très bien, qui a beaucoup progressé dans le jeu avec un milieu de terrain très habile, avec un Savanier qui brille depuis le début de saison, une attaque de Laure Laborde qui est extrêmement complémentaire, qui est vaillante, qui ennuie beaucoup de défense et le profil lensois, à savoir qui aime le jeu et se projeter, est un profil que les pailladins aiment beaucoup. Et je pense que l'équipe qui marquera le premier risque de mettre vraiment l'autre en difficulté. L'Europe, c'est peut-être un petit peu optimiste, mais un maintien tranquille, en tout cas, c'est la direction que semble prendre le Racing Club de Lens, qui est une des équipes qui joue bien. On attendait, les observateurs du foot, de voir ce qu'allait donner Franck Hez en tant que coach, et force est de constater qu'il fait bien jouer son équipe. Lens est une des rares équipes de Ligue 1 qui a une identité de jeu très forte et pour lequel tu prends du plaisir à la regarder. Donc un maintien tranquille, finir entre la 10e et la 7e place, je pense que ça sera une saison réussie du côté lensois, ouais. Stagner, je crois pas, parce qu'en fait, Montpellier n'a pas un des 6 plus gros budgets de Ligue 1. C'est plutôt une performance de renouveler chaque saison ce type de résultats. Mais chaque année, Montpellier progresse un peu. Montpellier est parti d'une assise défensive extrêmement forte et puissante. Et puis, petit à petit, a progressé, a recruté intelligemment. Laborde Delors, et puis Mollet, qui donne aussi beaucoup d'air au jeu. TJ Savanier, qui l'an dernier a été absent suite à des blessures, mais qui fait un très gros début de saison et qui a sa place dans 90% des clubs de Ligue 1, pour pas dire 100%, mais qui leur fait beaucoup de bien. Et puis ils ont une attaque qui est hyper complémentaire. Delors Laborde, ça court, ça se bat, ils combinent extrêmement bien ensemble. Et ils ont ajouté à ce duo-là Mavididi, qui sortait d'une grosse saison à Dijon, qui est bien, qui prend ses marques et qui va apporter sans nul doute une plus-value à Montpellier, ouais. Brest-Reims, c'est
un match entre une des équipes avec un des jeux qui est parfois un des plus attrayants de Ligue 1, Brest, qui est extrêmement agréable à voir jouer, avec un jeu qui est extrêmement porté vers l'avant, avec notamment des latéraux qui sont excellents. Perrault n'est pas loin, de mon point de vue, d'être le meilleur latéral gauche de Ligue 1 depuis le début de saison. Il fait énormément de bien, aussi bien défensivement qu'offensivement. Brest a une vraie identité de jeu avec un coach, Olivier Dalloglio, que j'aime beaucoup. Voilà, ils sortent d'une défaite à Bordeaux. Bon, ils auraient pu marquer, la VAR a refusé, ils perdent sur une frappe de Datem Ben Arfa. Brest est une équipe qui joue bien et qui a, je pense, pour ambition d'avoir un maintien le plus sécure possible, le plus rapide possible. Ils vont affronter une équipe de Reims qui sortait de 2 belles saisons, mais qui là est clairement dans le dur. Une élimination au tour préliminaire de Coupe d'Europe, et ils ont du mal. Ils ont clairement du mal, et il va falloir réagir parce qu'ils sont pas bien. Donc ouais. Reims me semble avoir des qualités bien supérieures à pas mal d'équipes. Donc je ne les vois pas en danger par rapport au maintien, d'autant plus que derrière ça n'avance pas très vite, voire pas vite du tout. Donc je ne pense pas qu'ils soient en danger, mais à un moment il va falloir gagner des matchs évidemment. Strasbourg-Metz, le derby de l'Est, un derby qui nous aurait normalement offert de jolies images en tribune, une belle ambiance en tout cas à la Méno, sans nul doute. C'est un match entre un Strasbourg qui s'est relancé, en tout cas qui a explosé des Nantais extrêmement pâles le week-end dernier à la Beaujoire, et contre Metz. Après, les derbys, c'est toujours particulier. Strasbourg était un petit peu décevant sur le début de saison, vient de se refaire un peu, mais il va falloir continuer. Et après, pour valoriser la victoire à l'extérieur à Nantes. Nantes-Dijon, malheur aux perdants. C'est le dernier de la Ligue 1 qui se déplace chez le 14e, je crois. Nantes qui est sur une mauvaise série, qui vient de limoger son 174e entraîneur en 12 ans de l'Erquita. Non, mais c'est dommage. Le FC Nantes est un des immenses clubs français, et ce qui s'y passe depuis une grosse décennie est un peu triste. Il faut souhaiter que Nantes réagisse. En tout cas, il va falloir, parce que tu affrontes le dernier chez toi, donc bon, je pense que le board nantais espérait un choc psychologique, le fameux. Et du côté de Dijon, va pas falloir se manquer, parce que même si depuis que il y a eu le changement de coach et l'arrivée de David Linares, il y a eu un petit peu de mieux. C'était pas très compliqué vu le début de saison dijonnais, mais va pas falloir perdre celui-là. Je pense que si Dijon veut garder un petit espoir, il va pas falloir se manquer là. Lorient-Nîmes, c'est un match de bas de tableau, c'est un match pour le maintien. Je pense que c'est deux équipes qui étaient déjà préparées mentalement à lutter pour le maintien. En tout cas, il n'y a aucun doute du côté nîmois qu'ils avaient cet esprit-là. Je pense que Lorient a compris depuis déjà quelques matchs que la saison serait compliquée. Là aussi, malheur aux perdants, parce que c'est ce qu'on appelle les fameux matchs à 6 points, puisque tu joues entre relégables potentiels, et donc toujours ce type de match-là, malheur aux perdants. Disons que le recrutement de Lorient pouvait laisser espérer une autre issue, mais le recrutement de Adrian Gerbic pour le moment ne donne pas satisfaction pour des raisons diverses, notamment de blessures, mais on n'est encore qu'au tiers de la saison. On entre là dans le deuxième tiers, donc il va falloir se refaire côté Lorientais. Oui, c'est un peu décevant parce que Christophe Pélissier a toujours eu des résultats, et faut souhaiter aux Lorientais qu'ils continuent d'en avoir et qu'ils assurent un maintien.
Non, non, pas condamné, surtout pas. Il y a encore 25 matchs à jouer, donc pas condamné, éventuellement même des barrages. Ils sont, je pense, là où ils s'attendaient à être du côté de Nîmes. Ils sont préparés mentalement à lutter et c'est déjà un avantage puisqu'ils sont pas surpris par ce qui leur arrive. Maintenant, il va falloir batailler et faire avec les qualités qu'ils ont. Il y a de la qualité hein, du côté de Nîmes individuellement. Il y a vraiment des beaux joueurs et du potentiel. Donc ils sont pas du tout condamnés. Et là encore, la chance du côté de Nîmes, c'est que en bas de tableau, ça n'avance pas vite du tout. Lille-Bordeaux, alors Lille c'est la meilleure équipe française de cette première partie de saison, aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe, en Ligue Europa où il la joue. Voilà, ça joue bien. Lille est probablement l'équipe de Ligue 1 qui joue le mieux. Avec un coach qui gère extrêmement bien son effectif, un recrutement où en fait Burak Yılmaz a réussi à donner du temps à la recrue la plus chère de l'histoire du LOSC, Jonathan David, parce que Burak Yılmaz a très vite marqué, a comblé quelques brèches et lui a permis d'éviter une psychose du côté de trop attendre, en tout cas du côté de Jonathan David. Belle recrue aussi, Botman. C'est la grande force de Lille. Hein. Tu perds Gabriel, tu prends Botman, tu perds Rémi, tu prends Yilmaz. C'est vraiment très fort. Un coach que j'aime beaucoup. Et à Lille qui est clairement candidate à nouveau retrouver la Ligue des Champions. Bah Bordeaux, c'est un peu à l'image du projet sportif. C'est très difficilement illisible, en tout cas très imprévisible. Ils sont sur une série kata. Avant d'affronter Rennes et Paris et recevoir Brest, et là tu te dis bah ça va être très très compliqué, bah ils vont gagner à Rennes, ils font le nul au Parc et ils battent Brest, donc autant dire qu'ils se sont donné un peu d'air et que finalement pour eux le match de Lille c'est presque du bonus. L'idée de base est qu'ils doivent perdre, donc tout autre résultat qu'une défaite sera du bonus pour les Bordelais qui ont la chance, et on dit des fois que c'est comme ça qu'on l'appelle la Ligue 1, on dit que c'est la Ligue des talents. Bah, Bordeaux a un talent exceptionnel, Hatem Ben Arfa, qui arrive à faire la différence. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle qu'Hatem, après des années d'atermoiement, arrive à faire les différences qu'il fait en Ligue 1, mais il a un talent extrêmement particulier. Ouais. C'est le choc. Le match du dimanche soir à 21h, le PSG qui accueille l'OL. Les deux plus gros clubs, en tout cas financièrement, français actuellement. Un Paris qui est pas dans le rythme qu'il devrait avoir, mais qui a tellement de marge que tout est toujours possible pour lui. Et un Lyon qui sent bien jouer, notamment contre Monaco, gagne 4-0 sans bien jouer, gagne contre Saint-Etienne sans bien jouer, gagne contre Angers sans bien jouer, mais gagne. Et reste sur deux bons matchs. Du côté lyonnais, donc à suivre, mais ça va être un beau choc de notre Ligue 1. Ah, si Paris n'est pas champion, c'est une faute, une grosse faute. Il y a tellement de différences entre les moyens et l'effectif du PSG par rapport aux autres équipes que tout autre résultat qu'un titre de champion est une faute. Paris n'est pas configuré pour la Ligue 1, Paris est configuré pour la Ligue des Champions, donc tout autre résultat qu'un titre serait une énorme déception du côté du PSG. Bah, l'OL, c'est quand même une équipe dont on sous-estime beaucoup trop l'effectif. L'OL est capable, au milieu de terrain, de jouer avec Lucas Paqueta et Mendes. Sinon, on peut jouer avec Cacré ou Guimarães. Il y a aussi
Devant, tu peux jouer avec, sur les côtés avec Aouar, tu as Memphis Depay, tu as Dembélé, tu as Kadewere, tu as Toko Ekambi. C'est clairement le deuxième plus gros effectif de Ligue 1. Donc en fait, que l'OL soit assez proche de Paris, finalement, ça devrait être la norme, me semble-t-il. Nice-Rennes, c'est un match de milieu de tableau, qui l'aurait cru. C'est un match où il va falloir rebondir. Les deux équipes sont clairement dans le dur. Et malheur au perdant, même s'il aura l'occasion de rebondir plus tard, mais c'est le moment de sortir d'une série qui est vraiment mauvaise. Et ouais, c'est extrêmement décevant des deux côtés les résultats pour le moment. Le classement actuel de Nice, il est décevant, oui, parce que c'est un des projets, des rares projets ambitieux vraiment de Ligue 1, avec un nouvel actionnaire qui est riche, qui met les moyens, un recrutement qui, sur le papier, en tout cas, était intéressant, mais c'était extrêmement fragile, parce que tu te rends compte que sitôt que tu te passes de Dante, qui a quand même 37 ans, même s'il était fort, tu as des difficultés et tu es obligé de revoir ton système. Il leur manque un milieu capable d'organiser le jeu, et ça par contre c'est une faute dans le recrutement, parce que ils en arrivent à faire jouer Ronny Lopez en tant qu'organisateur, ou parfois Pierre Lesmelou, dont c'est pas du tout le profil, et le seul qui a un peu ce profil là du côté niçois, et quand il rentre est plutôt intéressant, c'est le jeune Trouillet. Non, non, non. Rennes ne joue pas le maintien. D'ailleurs, je crois qu'il a un peu rectifié son propos. Rennes a investi, je crois, 70 millions cet été. Non, Rennes est clairement dans le dur. On a pu constater que c'est un club qui n'était pas encore prêt à enchaîner avec cet effectif-là, en tout cas, la Ligue 1 et la Ligue des Champions, puisqu'ils font un bon début de championnat, et heureusement. Ils sont restés longtemps invaincus, et la machine a été brisée contre Brest, non, contre Angers, pardon. Et depuis, ils sont clairement dans le dur. Et ils sont sur une série qui est vraiment pas au niveau des ambitions rennaises. Maintenant, débarrassé de la Coupe d'Europe, même si j'aime pas ce terme-là, parce que vu le mal que tu te donnes pour y aller, on pourra pas dire que le qualifier d'épopée, même si c'est discutable les précédentes ce qu'a fait Rennes cette année, mais il va falloir rebondir, parce que effectivement ils vont être dans le dur, et ils ont 3 matchs pour passer des fêtes de fin d'année un peu plus sereines.